Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 14 octobre 2022. Petit tour d'horizon hebdomadaire comme d'habitude sur la macro, sur le marché suisse en particulier. Pas mal de choses à dire cette semaine, surtout au niveau macro. Vous l'avez dit, vous l'avez vu, surtout, pas vous l'avez dit, vous l'avez vu. Et puis, globalement, on termine une semaine un petit peu en demi-teinte, puisqu'il y a eu à boire et à manger, et puisqu'on a eu très peur, et finalement, on s'en sort très bien, mais on ne sait pas trop comment ça va se terminer, puisque pour l'instant, il n'est que vendredi matin, et vu à la vitesse où ça bouge, eh bien, on n'a pas fini de rigoler, je pense, ces prochaines heures. En gros, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la clé du marché, pour l'instant, ça traîne autour de l'inflation et uniquement de l'inflation. On parle moins de récession, mais on commence à accepter le fait que la récession se rapproche. Et puis, on est en train de tester des supports dans tous les sens. On l'a vu aux États-Unis. Nous, en Suisse et en Europe en général, on est en dessous des supports. On essaye de récupérer quelque chose, mais il y a quand même quelque chose qui manque au fond de toute l'histoire qui justifierait une dynamique de rebond durable, parce que pour l'instant, il n'y a vraiment rien qu'à changer dans les chiffres qu'on nous donne et ce qu'on nous vend aujourd'hui sur le marché. On fait le tour de tout ça immédiatement après ce générique. S'il faut retenir de la semaine, pour l'instant, si on doit retenir qu'une seule chose de ces 4 jours et demi, c'est l'attente. L'attente d'abord d'en savoir un peu plus sur l'inflation, de savoir un peu plus sur les intentions de la Fed. On sait bien aujourd'hui que la Fed n'a pas d'autre alternative que de monter les taux, mais avec les informations qu'on a eues cette semaine, et les minutes du FOMC meeting, tout d'abord, qu'on a eu mercredi soir, qui, elles, nous ont montré qu'effectivement, la Fed était au quiche, mais c'est toujours un petit peu ambigu de se baser sur les minutes du FOMC meeting, puisqu'on sait tous que ça date de 3 semaines en arrière et que finalement, ils se sont basés uniquement sur les chiffres et sur les données qu'ils avaient il y a 3 semaines. Entre deux, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. On a vu que les chiffres de l'emploi vendredi dernier étaient relativement forts aux États-Unis. Pas forcément beaucoup plus fort que ce que les analystes attendaient, mais surtout, on voit que le chômage est tombé, on voit surtout que la masse salariale augmente, c'est-à-dire que les gens sont payés de plus en plus, et quand vous êtes payé de plus en plus, forcément, vous avez tendance à vouloir consommer un peu plus. Donc ça, c'est un petit peu la bonne nouvelle d'un point de vue économique, mais la mauvaise nouvelle du point de vue des banques centrales, puisqu'ils vont, plus ça va bien, plus il va falloir monter les taux. C'est pour ça qu'on est un peu dans ce mood-là. Et puis maintenant, on a vu encore par rapport aux chiffres de l'inflation qui ont été publiés hier, comme on en parlait dans le Morning Bull Live de ce matin, eh bien les chiffres étaient plus forts que les attentes, mais moins forts que le mois passé. Et ce qui veut dire que pour l'instant, l'effet hausse des taux que la Fed a mis en place, a essayé de mettre en place depuis le mois de mars, ne fonctionne pas. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours un délai, on sait qu'il y a cette inertie, donc ça va prendre encore un peu de temps, mais on a rebondi dessus en partant du principe que finalement, les gens commençaient à se dire que oui, l'impact, on le ressentira bientôt, que ça va venir et puis qu'on va pour le meilleur. Donc on voit un petit peu qu'il y a un regain d'optimisme à court terme. Il ne faut quand même pas oublier qu'il est plus que probable que le rebond de jeudi soir, après les chiffres de l'inflation, a été principalement drivé par des gens qui étaient short. Donc beaucoup de short covering, beaucoup de machines qui vont dans tous les sens et qui s'excitent dans tous les sens simplement sur quelques mots-clés, pas forcément du fondamental, parce que, encore une fois, ce qui se passe ailleurs, dans le reste du monde et dans le reste de la macro, c'est pas simple, ça reste de toute façon très difficile au niveau économique, au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique, au niveau social aussi, puisque je suis tombé ce matin sur un article dans un journal américain qui expliquait que dans certaines régions des États-Unis, certaines familles étaient en train de devoir faire le choix entre payer le chauffage ou aller faire des courses au grand magasin pour se nourrir. Donc en gros, ça fait quand même un choix assez merdique, n'ayons pas peur du terme, à devoir faire en ces périodes compliquées. Donc de l'autre côté, vous avez les marchés qui essaient de rebondir en se disant « ouais, c'est bon, on a fait le bottom, ça va aller vers le mieux ». Et de l'autre côté, vous avez des news comme ça, c'est pas forcément extrêmement rassurant, mais en fait, il faut quand même apprendre à vivre avec ça. L'autre sujet qu'on commence à aborder un petit peu de manière intensive, j'ai envie de dire, c'est la publication des chiffres trimestriels. On a déjà eu les premiers tirs de semonce cette semaine avec des bons chiffres chez Pepsi Cola, des bons chiffres chez Walgreens, des bons chiffres chez BlackRock. Cet après-midi, aux États-Unis, on va avoir les premières publications des bancaires qui vont nous donner aussi le ton. Et puis après, on va augmenter en puissance la semaine prochaine. Il faudra là, surtout, si on veut avoir une durabilité dans le rebond qu'on est en train d'essayer de
construire aujourd'hui, eh bien, il va falloir que les technos s'en sortent bien au niveau des chiffres. On a vu les profit warnings la semaine dernière sur des boîtes comme AMD. On a vu que les semi-conducteurs, c'était pas simple. Et donc, si la technologie va mal, si la croissance va mal, si les chiffres sont décevants, on sait aussi que tout ce qui est croissance est très interdépendant de la hausse des taux d'intérêt. Donc, plus vous avez les taux qui montent, plus ça va être compliqué pour les boîtes de la croissance. Donc, ce sera un des points pivots de la saison des résultats qui va arriver maintenant. Ce sera la qualité des sociétés techno, la qualité des résultats des sociétés techno, pour essayer de relancer un petit peu ce côté croissance et ce côté investissement un peu plus dynamique dans les marchés. Mais tant qu'on n'aura pas ça, ça va être compliqué de voir repartir le marché de manière durable, parce que pour l'instant, les seuls rebonds qu'on a eu ces derniers temps, c'était plutôt ce qu'on appelle des dead cat bounce. On a eu un rebond il y a 10 jours en arrière qui a duré 48 heures. Celui d'aujourd'hui, on verra combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, il n'y a rien de moins sûr non plus, parce qu'encore une fois, fondamentalement, on n'a pas forcément de signes avant-coureurs extrêmement positifs, sauf quelques analystes qui ont repéré des points dans l'économie où il semblerait que ça commence à aller un tout petit peu mieux. Tout d'abord, il y a effectivement le conflit sur le pétrole qui, pour l'instant, le pétrole est un peu partagé entre le fait qu'ils ont coupé la ligne de production, les productions pétrolières, et que de l'autre côté, eh bien, on parle de récession de plus en plus. Et si on parle de récession, ça veut dire que les gens ils vont consommer moins. Donc, s'ils consomment moins de pétrole, bah forcément, le pétrole devrait baisser, ce qui devrait satisfaire M. Biden pour ses élections de mi-terme. Mais par contre, alors de l'autre côté, on a aussi vu des meilleure nouvelle entre guillemets, parce qu'il paraîtrait, alors j'ai pas été checké personnellement, mais il paraîtrait que le prix des voitures d'occasion est en train de baisser. Alors ça sera un indicateur aussi comme quoi, eh bien finalement il y a quand même un tout petit peu de ralentissement qui est en train de se produire. Donc ceci, laissons espérer cela, ça nous permet de construire un début de rebond. Et puis il y a ce point technique dont on a parlé dans le Morning Bull Live tout à l'heure, le 50% de retracement entre les bas de de mars 2020 et de décembre 2021, qui fait que 3500 serait un support ultra solide sur le S&P 500, support qu'on a testé hier et qui a donc déclenché le rebond aux États-Unis. Donc globalement, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est dans une espèce de zone maintenant où on est très concentré sur l'inflation, qu'il y aura peu de chiffres économiques qui vont sortir ces prochains temps. On va se concentrer donc sur les chiffres trimestriels et là, il va y avoir du boulot, un maximum de boulot. Et je peux déjà vous dire une chose, c'est que si c'est mauvais, eh bien l'interprétation du marché sera extrêmement violente. On va d'ailleurs en parler avec une boîte techno qu'on a nous en Suisse qui s'appelle Temenos. Alors au niveau des performances hebdomadaires, eh bien on voit que c'est Sika qui remporte la palme cette semaine sur le SMI. Enfin pour l'instant, là il est 10h du matin. De l'autre côté, c'est Givaudan qui termine en baisse. Givaudan a été downgradé cette semaine, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis autrement, le reste est un petit peu à l'équilibre. On notera pas mal d'intérêt en fin de semaine sur les bancaires. Alors ça se voit pas forcément sur le cours de l'UBS. Mais quand même, il faut noter que les bancaires finissent relativement bien. Rebond aussi assez intéressant sur le Crédit Suisse en fin de semaine, parce que finalement, tout le monde est en train de jouer la thématique de la hausse des taux et du fait que si les taux montent, eh bien, ça devrait quand même participer et faire un petit peu plaisir aux bancaires. Mais là encore, au niveau des bancaires, attention les publications de ce soir, puisque c'est que des bancaires qui publient aux États-Unis. Et on verra tout de suite un petit peu la tendance qu'on va nous offrir pour ces prochains jours. Sur le SLI, eh bien, le vainqueur de la semaine, c'est Adecco. Alors, Adecco, on va pas lui en vouloir. Ils sont tellement ils sont tellement mauvais depuis quelques temps en termes de performance que finalement, 6,73%, il n'y a pas de quoi la ramener. Par contre, le pire du pire cette semaine, eh bien, c'est Temenos. Ça vient de se produire. Je vais aborder le sujet à la fin de ce Swiss Bliss. Et c'est parti pour le point technique. Nous avons donc le SMI ici sous vos yeux ébahis écarquillés. Alors vous voyez que finalement dans la descente aux enfers qu'on s'est fait depuis quelques temps, on a fait un reversal hier absolument spectaculaire en venant taper vraiment ce niveau des 9999. Allez, des 10 000, on va dire ça comme ça. On est vraiment venu chercher les points techniques, aussi bien que les Américains qui ont bondi sur le point des 3500 hier aux États-Unis. Eh bien, on voit que le SMI, il a bien rebondi techniquement sur les 10 000 pile poil. On voit qu'il y a une fois, on avait testé là, 2 fois. Pour l'instant, c'est ce qu'on appelle un double bottom là-dessus. Donc, le double bottom devrait normalement remonter au moins jusqu'en haut de la pointe ici.
en direction des 10 600 pour dire que ce sera vraiment un double bottom si on n'arrive pas à rebondir. Parce que pour l'instant, on est en train de merdouiller sur cette ancienne résistance, enfin cet ancien support devenu résistance. Si on n'arrive pas à traverser, on va probablement revenir de nouveau sur le 10 000 et ça voudra dire que c'était vraiment un dead cat bounce, ce qui s'est passé ces dernières heures. Après, on pourra aussi dessiner une tendance baissière comme ça pour dire que tant qu'on ne sort pas de cette tendance baissière rapidement, eh bien, il y a encore de quoi s'inquiéter et de penser qu'on peut aller beaucoup plus bas. Je rappelle quand même au passage, pour ne pas parler du SMI, mais cette semaine, on a quand même eu un grand de la finance mondiale, monsieur Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui est venu nous annoncer que, selon lui, le marché allait perdre probablement encore plus de 20% assez facilement et que ce serait la période la plus dure à traverser ces prochains temps. Néanmoins, pour nous, ce qui nous concerne, le SMI a tenu les 10 000 et c'est ce qu'il faudra regarder attentivement ces prochains temps. Voici donc le Swiss Leader Price Index que vous avez sous vos yeux. Alors là, pareil, hein, vous voyez très bien le rebond qui a été fait sur le point bas des 1500. Cette fois, c'est pas les 10 000, on est encore loin de là, mais sur les 1500, plus ou moins. Là aussi, ce qui serait bien, c'est qu'on revienne chercher les 1600 tout en haut. Mais vu ce qu'a annoncé Temenos ce matin, ça pèse un tout petit peu quand même sur l'indice. On le voit très bien sur la figure du jour. Mais c'est pas très rassurant. Alors, à suivre attentivement. Encore une fois, je vous le dis, il y a quand même un risque potentiel que ce rebond ne soit qu'un dead cat bounce. Et si ça devait se confirmer, ça rappellerait un petit peu ce qu'on a vécu il y a une semaine. Vous le voyez très bien dans ce mouvement-là, ici, avec l'histoire du Crédit Suisse qui s'est dégonflé, enfin le rebond du Crédit Suisse qui s'est dégonflé assez rapidement. Je voudrais juste vous montrer en gros plan le chart du S&P 500 pour voir que ici, finalement, vous voyez cette croix que je vais dessiner là. La croix qui est ici correspond à 3500 sur le S&P, les 50% de retracement entre le top ici de 2021 et le bottom qui est en 2020, en 2020 ici avec les bas de la crise du Covid. Donc ça représente une baisse de 50% de la hausse. Donc on a fait cette hausse du point là jusqu'au point là. Et cette hausse a été coupée en deux de 50%. Et quand on fait le calcul, ça tombe pile poil ici sur les 3500. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles les machines, les traders et tous les systèmes automatisés ont commencé à racheter violemment hier. Je peine à croire qu'il y a un mec dans un coin qui a décidé qu'aujourd'hui, il allait investir 50 milliards hier soir sur les chiffres de l'inflation pour se dire c'est bon, c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc probablement une raison technique à ce rebond, mais vous le voyez très bien si on zoome un petit peu mieux sur cette zone-là des 3500. C'était assez impressionnant la vitesse où on a rebondi. Là aujourd'hui, on a un support à 3585, 3580. C'est le fameux support de la moyenne mobile des 200 semaines qui traîne toujours autour de ces niveaux-là. Et donc, par rapport à ça, je pense que pour l'instant, en fonction des nouvelles que l'on aura ces prochaines heures, on peut espérer tenir. Et je dis on peut espérer tenir. Il y a beaucoup de conditionnels et de si à l'intérieur parce que ça demande quand même pas mal de motivation pour essayer d'y croire, en tout cas ces prochains jours, parce que n'oublions quand même pas que la photo globale, en dehors de les éventuelles possibilités de voir l'inflation se calmer ces prochains temps, ne sont pas encore gagnées. Dans les choses qu'on doit aborder cette semaine, on va commencer par parler de la thématique du luxe. Si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, on a eu pas mal d'intérêt autour des boîtes comme Swatch ou des boîtes comme Richemont. La raison en est simple, LVMH a publié des bons chiffres. C'était une des premières à publier de ce trimestre-là et on voit quand même que les chiffres d'LVMH sont très bons. Que, comme d'habitude, j'ai envie de dire, dans les crises, il se trouve que les plus riches, c'est pas ceux qui souffrent en premier. Je vous parlais tout à l'heure de ces familles qui doivent choisir entre l'énergie ou la nourriture. Les prix, pour ce qui est des riches, eh bien, ils doivent choisir toujours entre Dior et Chanel ou alors Vuitton, dans le pire des cas. Donc on est vraiment dans ce côté-là où le luxe continue de performer mieux que le reste dans les périodes difficiles. C'est pas nouveau, c'est extrêmement connu, c'est des phénomènes que l'on connaît dans les périodes de crise, ça se produit toujours comme ça. Et donc là encore, on a eu un rebond technique sur le secteur du luxe en Suisse aussi, qui a été un petit peu drivé à la hausse par les bons chiffres de LVMH cette semaine en France. Alors ici, si vous regardez, vous avez le graphique de LVMH. Alors vous voyez que sur les chiffres, le titre est un petit peu monté. Et puis après, sur l'inflation, on a vraiment poussé à la hausse
pour aller rechercher assez fortement les niveaux de la moyenne mobile des 200 jours sur LVMH. Il n'y a pas tant de titres que ça qui se traitent autour de la moyenne mobile des 200 jours. Et si on regarde un petit peu le comportement de Swatch, alors c'était un petit peu plutôt positif, mais bon, c'est pas non plus l'euphorie. Et ce matin, ça retape de nouveau sur le secteur du luxe. On peut aller voir aussi notre bonne vieille Richemont. Richemont qui a exactement le même comportement que LVMH en termes de performance. On écrit, ça code vraiment dans le même mouvement. On voit ici qu'on est venu faire ce reversal hier comme le reste, et puis qu'on profite un petit peu des bonnes nouvelles. C'est pas l'euphorie, hein. C'est pas forcément, même si le dessin que je suis en train de vous faire ici, on dirait un smiley, c'est pas l'euphorie sur le luxe, mais en même temps, on se rend compte quand même que dans ces périodes plus difficiles, eh bien, c'est pas ce secteur-là et qui souffre le plus. Parlons maintenant de notre ami habituel du vendredi qui s'appelle le Crédit Suisse. On avait Ricoré, l'ami du petit déjeuner, et aujourd'hui, on a Crédit Suisse, l'ami de la fin de semaine, qui nous vient toujours avec son avalanche de bonnes nouvelles et de choses sympathiques à discuter. Alors cette semaine, un des points importants sur le Crédit Suisse, c'est d'abord que tout le monde est en train de le downgrader dans tous les sens, hein, donc ça va pas les copains, comme d'habitude, hein, les banquiers, il n'y a pas de quartier, eh bien ils tapent sur le Crédit Suisse comme si ça coûtait rien, tout le monde est en train de le downgrader après les événements de la semaine dernière. Alors on sait que ça s'est relativement bien terminé pour l'instant, cette histoire d'événements. Maintenant il y a une grosse conférence de presse qui aura lieu le 27 octobre, lors de la publication des résultats sauf erreur, où ils devraient annoncer leur stratégie future, stratégie qui logiquement devrait comprendre une augmentation de capital. Affaire à suivre, tout le monde n'est pas d'accord encore, mais on en saura un peu plus le 27 octobre. Il va falloir avoir encore quelques jours de patience pour une nouvelle histoire croustillante sur le Crédit Suisse. Mais en attendant, en plus des downgrades, eh bien, on a aussi l'histoire que le Crédit Suisse serait impliqué dans l'histoire d'évasion fiscale, puisque le gouvernement américain s'est plaint comme quoi le Crédit Suisse serait en train de faire de l'évasion fiscale. Alors évidemment, le Crédit Suisse est défendu bec et ongle. Jamais, oh jamais, ils sont contre l'évasion fiscale. Enfin, aujourd'hui, hein, c'était pas tout à fait pareil il y a quelques années en arrière, mais enfin, pour l'instant, c'est clair que les réglementations et les changements de loi qui ont lieu ces derniers temps du côté américano-suisse n'ont plus vraiment laissé le choix. Donc le Crédit Suisse s'oppose à cette décision, mais on peut se demander pourquoi tout d'un coup, au moment où le Crédit Suisse est le plus affaibli, eh bien, les Américains sont en train de lui taper dessus pour l'histoire d'évasion fiscale. Alors je ne vais pas faire le complotiste, hein, parce que ce serait un peu basique, mais j'ai un petit peu l'impression que pourquoi ne pas l'affaiblir encore un peu plus, comme ça, après on peut envoyer un groupe américain racheter le Crédit Suisse, hein, pourquoi pas. C'est encore un autre moyen de pénétrer encore un peu plus le système suisse au niveau bancaire. Mais là, je suis complotiste, alors je passe à autre chose. Je sais que vous en mourrez d'envie, donc je vous montre quand même le Crédit Suisse. Vous voyez qu'on ne s'ennuie pas en ce moment, hein. Donc là, on a le point bas qu'on a fait la semaine dernière quand on était presque en faillite sur le Crédit Suisse. Ensuite, le rebond qu'on a fait parce qu'on n'est plus en faillite. Et puis à la baisse de nouveau parce que l'inflation, c'est compliqué. Puis finalement, l'inflation, c'est dans les prix. Et puis là, finalement, eh bien, on s'en sort relativement bien. Techniquement, ça ne veut rien dire. Techniquement, je ne ferai rien sur ce machin parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller. La grande question qu'il faut savoir, c'est que vont-ils nous sortir le 27 octobre sur le Crédit Suisse. Ce sera là le 27 octobre. Qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer? Est-ce qu'à ce moment-là, on va nous dire tout est dans les prix, donc c'est génial, ils ont des nouveaux capitaux tout frais, ça va monter? Ou alors finalement, ben non, ils vont pas s'en sortir comme ça va diluer le capital de plus de 70%. C'est la merde, c'est fini, et on va retourner en direction des 2 balles. Enfin, retourner plutôt, aller en direction, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, le plus bas historique du Crédit Suisse, c'est à 3,50. Parlons rapidement et brièvement de Givaudan. Alors, Givaudan, c'était un petit peu la victime de la semaine, hein, parce qu'en fait, sur la principe de base, les analystes sont jamais contents. Grosso modo, quand on regarde un petit peu ce que Givaudan a annoncé cette semaine, ils ont annoncé qu'ils ont bouclé les 9 premiers mois de 2022, sur des ventes en nette hausse, dans un contexte qu'ils ont qualifié eux-mêmes de très difficile. Donc ils étaient plutôt contents. Par contre, la progression des recettes était en dessous des attentes des analystes. Et ça, alors, les analystes n'ont pas aimé du tout. Donc, comme d'habitude, les analystes, quand ils sont pas contents, eh bien, ils downgrade. Et donc, du coup, malgré un chiffre d'affaires de 5,46 milliards de francs suisses chez Givaudan, 7,7% de plus que l'année passée, eh bien, tout le monde est en train de venir la downgrade dans tous les sens. D'où, finalement, une performance médiocre sur la semaine. Le titre est en baisse de 3%, sauf erreur, sur toute la semaine. Et quand vous regardez le graphique, vous voyez effectivement qu'il y a eu une mauvaise... pas mal de downgrade de ce côté-là, donc ça a poussé le titre à la baisse. Et puis hier, on a fait le rebond avec le reste, hein. Ce qui était bien en fait avec la journée d'hier, c'est que quoi que vous ayez comme problèmes fondamentaux, de toute manière, les machines ont décidé qu'il fallait tout racheter quand même, donc vous avez des reversals assez importants.
Et pour l'instant, tant qu'on tient, ce reversal est un point bas important autour des 2680. Est-ce qu'on va réussir à construire quelque chose par rapport à ça? Eh bien, comme d'habitude, il va falloir s'attendre à attendre un petit peu pour voir ce qui va se passer ces prochains jours au niveau résultat trimestriel et au niveau surtout globalité de marché pour savoir si ce rebond est un rebond durable ou pas. On passe aux deux vedettes de la semaine. Le premier, c'est Leonteq. Leonteq qui a été accusé de blanchiment d'argent sale. Enfin bref, des choses assez moches. Évidemment, Leonteq s'est opposé violemment à cette déclaration, cette annonce. C'est un article qui a été publié dans le Financial Times qui laisserait supposer qu'ils auraient fermé les yeux sur des opérations de blanchiment, ce qui forcément n'a pas été super bien pris. Le titre a pris 20% dans les dents, comme on le voit sur le graphique. Malgré le fait finalement que le management dément de manière véhémente ces accusations, ce qu'on peut largement comprendre, eh bien le titre a perdu 20%, donc sanglant chez Leonteq. Et quand on voit d'où ça vient, eh bien c'est vrai que ça fait très très mal de ce côté-là. Et difficile d'en tirer quoi que ce soit, parce que faire de la lecture de graphique, comme vous avez un titre qui s'est fait démonter comme ça, d'une manière aussi violente, c'est difficile. Et si on regarde un petit peu plus loin, il n'y a pas grand-chose. Alors on peut espérer trouver des supports dans la zone ici, voilà, vous voyez bien, mais je veux dire, c'est complètement aléatoire, sachant qu'aujourd'hui même, si ces allégations sont fausses, eh bien il va falloir prendre du temps pour retrouver la confiance et reconstruire une confiance autour de Leonteq. L'autre vedette du jour, c'est Temenos. Alors Temenos, vous voyez peut-être mal sur le chart, mais si on regarde un petit peu en zoomant, vous voyez ce petit point vert là en bas, enfin ce point vert, ce petit point, ce gros gap qu'on a laissé ici, eh bien c'est Temenos. Temenos qui a fait tout simplement un profit warning massif hier soir. Et donc le titre s'effondre ce matin, donc là on est en live, il vaut 52 francs, effondrement donc de Temenos. Quand on se dit encore qu'il y a quelques temps il y avait des fonds qui s'intéressaient à Temenos dans cette zone-là, donc on a eu pas mal de spéculations encore à ce moment-là également en 2021, comme quoi il y avait des fonds qui s'intéressaient à 140, eh bien bonne occasion, ça vaut 50 balles. Donc il y a pas mal de bruit qui tourne autour de Temenos aujourd'hui. Il y a des actionnaires qui sont extrêmement mécontents de ce qui s'est passé. Et donc là, il y a des activistes, comme on les appelle, qui sont en train d'augmenter leur position dans le capital de Temenos pour donner un immense coup de sac. Je serai manager chez Temenos dans l'immédiat. J'envisagerai la possibilité de trouver un autre job ailleurs dans le secteur bancaire. Parce que pour l'instant, ça va être très compliqué. La tendance est vraiment merdique, comme vous le voyez ici. Mais si en plus les fonds activistes commencent à s'en mêler, ils vont demander des têtes et ça va tomber très fort. À noter quand même que le plus gros actionnaire de Temenos aujourd'hui qui doit tirer une sale gueule, c'est monsieur Martin Ebner, qu'on n'avait plus entendu parler depuis un bon moment. Martin Ebner qui détient quand même plus de 10% dans Temenos. Donc lui, plus certains fonds britanniques doivent être moyennement contents de ce profit warning. Voilà ce qu'on pouvait dire et raconter sur cette semaine en Suisse et dans le monde, principalement en Suisse. Donc voilà, on est un petit peu au milieu de nulle part. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un point très important sur le SMI, c'est les 10 000, qu'on va rentrer dans une période de résultats assez intéressante à suivre ces prochains jours et ces prochaines heures, que ce soit en Suisse et dans le monde. Le monde va commencer par donner la direction avec les banques américaines ce soir. D'ailleurs, d'ici la fin du mois d'octobre, on aura nos banques à nous en Suisse. Il y aura beaucoup de choses à dire sur les résultats ces prochains jours. Mais ce qu'on peut surtout constater, c'est qu'on voit très bien que si les chiffres sont pas bons et si vous êtes en dessous des attentes des analystes, eh bien c'est pas super populaire et c'est très très difficile à vivre pour les actions concernées. Donc beaucoup de corrections encore assez violentes et on voit encore que à la moindre alerte, comme c'est le cas pour Temenos, la sanction sera immédiate et sanglante. Voilà, moi je vous remercie d'avoir été avec moi pendant tout ce temps ce matin pour le Morning Bull Live, pour le Swiss Bliss. Je vous souhaite un excellent vendredi, un reste de vendredi, un très très bon week-end. Et puis je vous retrouve bien sûr lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Swissquote en français et d'activer la cloche pour qu'on vous signale chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et moi, je me réjouis déjà de vous retrouver comme d'habitude lundi prochain en pleine forme. Profitez bien de votre week-end. Bye bye!